Emanuela est au paradis. C'est exactement ce que le pape a répondu à cet homme qui cherchait sa sœur disparue depuis 30 ans. Emanuele Orlandi n'avait que 15 ans. Elle était citoyenne de l'État le plus fermé au monde, le Vatican. La jeune fille chantait dans la chorale de l'église et un jour, elle n'est tout simplement pas rentrée chez elle. Pendant 42 ans, le Saint-Siège a juré ne rien savoir à son sujet. Pendant 42 ans, ils ont affirmé qu'il n'existait aucune archive secrète. Mais en 2024, le procureur du Vatican a officiellement reconnu le dossier sur Emanuela existe bel et bien. Il a été retrouvé. Et il est classé top secret. Pourquoi les ravisseurs de la fillette ont-ils appelé non pas la police, mais directement le secrétaire d'État du Vatican? Et quel secret le Saint-Siège cache-t-il depuis près d'un demi-siècle? Le Vatican est un État d'une superficie de moins d'un demi-kilomètre carré, doté de sa propre armée, de ses propres lois, de sa propre monnaie et de ses propres citoyens. Ceux-ci se comptent par centaines. Cardinaux, ecclésiastiques, gardes suisses et un petit nombre d'employés laïcs qui, de par la nature de leurs fonctions, sont autorisés à vivre sur le territoire du Saint-Siège avec leur famille. Ercole Orlandi était l'un de ses employés. Il travaillait à la préfecture de la maison pontificale, s'occupait des affaires administratives, ce qui donnait à sa famille le droit à un appartement à l'intérieur des murs du Vatican. Sa fille, Emanuela, a grandi là où les enfants romains ne se rendent habituellement qu'en excursion. Les jardins du Vatican, qu'elle a arpentés depuis son enfance, sont fermés au public. La place Saint-Pierre n'était pas pour elle un site touristique, mais une cour accessible en quelques minutes à pied. Elle chantait dans la chorale de l'église Sainte-Anne des Palafrenieri, une petite église baroque située aux portes du Vatican, fréquentée principalement par ceux qui y vivent et y travaillent. Le soir, elle se rendait à ses cours de flûte à l'Institut de musique sacrée, un établissement d'enseignement rattaché au Saint-Siège qui formait des musiciens pour les offices religieux. Emanuela était la 4e d'une fratrie de 5 enfants. Elle portait des lunettes qu'elle n'aimait vraiment pas mettre, ce qui la poussait souvent à plisser les yeux en pleine lumière. Un jour, sa mère lui a cousu un bandeau aux couleurs du club de football de la Roma, jaune et rouge, vifs, comme ceux que l'on portait alors dans les tribunes. Sur la photo de famille, qui est devenue l'image principale de toutes les publications consacrées à l'affaire, Emanuela rit en regardant légèrement à côté de l'objectif. Elle porte un bandeau sur la tête, mais pas de lunettes. Une photo ordinaire, comme il en existe des centaines dans chaque famille. Elle vivait au sein d'un État qui fonctionnait selon ses propres règles, sa propre juridiction, son propre tribunal, sa propre prison. La police italienne n'avait pas le droit d'y pénétrer sans autorisation. À l'extérieur se trouvait Rome, avec son bruit, sa chaleur et ses millions d'habitants. Entre ces deux mondes, Emanuela faisait chaque jour la navette, en bus, sa flûte à la main, avec des lunettes qu'elle préférait ne pas porter. Le 22 juin 1983, il faisait environ 35 degrés à Rome. La chaleur de juin se ressent différemment en ville qu'à la campagne. L'asphalte brûlant, les façades des immeubles chauffés, l'air chaud qui ne circule presque pas dans les rues étroites. Ce jour-là, Emanuela s'était disputée avec son frère Pietro dès le matin. Elle lui avait demandé de la conduire à l'école. Il avait refusé. Elle était partie en claquant la porte. C'était un trajet habituel qu'elle avait déjà fait de nombreuses fois. Depuis la porte du Vatican, quelques arrêts de bus, puis à pied jusqu'à l'Institut de musique sacrée, situé dans un ancien palais près de la place Sant'Apollinare. Un cours de flûte, puis le retour. Vers 6 heures du soir, elle a appelé chez elle depuis une cabine téléphonique. C'est la sœur de Federico qui a décroché. Emanuela a raconté qu'un homme l'avait abordée dans la rue. Il lui avait proposé un petit boulot lors d'un défilé de mode, consistant à distribuer des prospectus publicitaires pour les produits de beauté Avon. La rémunération pour quelques heures s'élevait à 375 000 lire, ce qui, au taux de change de l'époque,
équivalait à environ 200 $, une somme tout à fait invraisemblable pour un tel travail. L'homme se tenait près d'une BMW vert foncé. Federica tenta de l'en dissuader et lui demanda d'en parler d'abord à ses parents. On ne sait pas exactement ce qu'Emanuela a répondu. La conversation a pris fin. Elle a raccroché. Vers 18h30, Emanuela a quitté son cours 10 minutes plus tôt que d'habitude. 2 de ses camarades de classe, dont Laura Casagrande, sont montés dans un bus bondé. Emanuela est restée à l'arrêt pour attendre le suivant. À côté d'elle se tenait une autre jeune fille, dont l'identité n'a jamais été établie par l'enquête. L'arrêt se trouvait sur le Corso Rinascimento, près du Palazzo Madama, le bâtiment où siège le Sénat italien. Un endroit animé en plein cœur de Rome. Des gens, des voitures, des voix, le brouhaha de la rue. C'est là qu'Emmanuelle a été vue pour la dernière fois, à 19h30. Elle n'est pas rentrée chez elle. La famille a attendu jusqu'à la tombée de la nuit. Puis ils ont commencé à appeler leurs connaissances, le directeur de l'école de musique et les hôpitaux. Personne ne répondait. Le père s'est rendu au commissariat pendant la nuit. Là-bas, on l'a écouté et on lui a conseillé d'attendre le lendemain matin. La petite fille était sans doute chez des amis. Il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Au cours des 2 jours suivants, la famille a agi de son propre chef. Elle a placardé dans tout Rome des affiches avec la photo d'Emanuela et a publié des annonces dans les journaux. Il tempo, paes sera, il messaggero. Le 23 juin, Emanuela a été officiellement déclarée disparue. Parmi les connaissances de la famille se trouvait Giulio Gangi, agent du SISDE, les services de contre-espionnage italiens chargés des questions de sécurité intérieure du pays. Il a immédiatement mené sa propre enquête. Il a interrogé les policiers qui étaient en service au Palazzo Madama ce soir-là, a parcouru les rues avoisinantes et a fait appel à ses contacts. En l'espace de quelques jours, Gangi retrouva la BMW vert foncé. La voiture se trouvait dans un garage. L'inspection révéla un détail. La vitre latérale avait été brisée de l'intérieur. La voiture appartenait à une certaine femme blonde. Peu après, la direction a écarté Gandhi de l'enquête. Sans aucune explication, les policiers qui étaient en service ce soir-là, près du Palazzo Madama, ont par la suite fait des déclarations contradictoires. L'un d'eux a affirmé avoir vu Emanuela avec l'homme d'Avon, avant même le cours de musique. Un autre a déclaré que cela s'était passé vers 7h du soir après la fin du cours. Ces 2 hommes décrivaient la même rue, le même jour, la même personne, et ne parvenaient pas à s'accorder ne serait-ce que sur l'heure exacte à laquelle s'était déroulé ce qu'ils avaient vu. Rome continuait à vivre son quotidien. La chaleur ne faiblissait pas. Quelques jours plus tard, dans les journaux locaux, à côté des avis de recherche concernant la fillette disparue, parurent des articles sur un autre événement survenu littéralement la veille de sa disparition. Le 18 juin 1983, un homme pendu avait été découvert sous le pont de Blackfriars à Londres. Il s'agissait de Roberto Calvi, un banquier que les milieux financiers surnommaient le banquier de Dieu, en raison de ses liens étroits avec le Vatican. Sa banque, la Banco Ambrosiano, s'était effondrée peu de temps auparavant, laissant derrière elle des dettes de plusieurs centaines de millions de dollars, dont une partie était directement liée aux structures bancaires du Saint-Siège. Selon l'une des hypothèses de l'enquête, la criminalité organisée romaine aurait été impliquée dans cette faillite. Une fillette avec une flûte et un banquier sous un pont londonien. À l'époque, cela semblait être 2 histoires distinctes. Par la suite, les enquêteurs reviendront sans cesse sur le fait qu'elles se sont déroulées à 4 jours d'intervalle. Les premiers jours qui ont suivi la disparition d'Emanuela, la police italienne a travaillé sans grande précipitation. En 1983, à Rome, la déclaration de disparition d'une mineure n'avait rien d'exceptionnel. La ville était grande, les adolescents s'enfuyaient parfois de chez eux, et la plupart revenaient. Les enquêteurs ont interrogé plusieurs témoins près du Palazzo Madama, ont consigné des témoignages
qui divergeaient déjà sur certains détails et ont poursuivi leur travail à un rythme normal. La famille n'attendait pas. La mère et le père parcouraient les rues avec des liasses de tracts. Pietro, le frère aîné, qui avait alors une vingtaine d'années, a sillonné plusieurs quartiers en voiture, s'est arrêté dans des cafés et a interrogé des inconnus. Les annonces dans les journaux ont donné un premier écho. Le 25 juin, un jeune homme se faisant appeler Pierluigi a appelé. Il a dit avoir vu une jeune fille avec une flûte quelques jours après la disparition. Le 27 juin, un tenancier de bar du nom de Mario s'est manifesté. Lui aussi l'avait vue, elle aussi ressemblait à la jeune fille. Les deux pistes ont été vérifiées. Les deux se sont avérées sans issue. Entre-temps, les services secrets italiens ont donné un conseil pratique à la famille Orlandi. Enregistrer tous les appels téléphoniques entrants. Le matériel a été installé rapidement. Et il s'est immédiatement avéré utile. Le 5 juillet, 2 semaines après sa disparition, un homme que l'enquête qualifiera par la suite d'Américain a appelé chez les Orlandi. La voix parlait italien avec un accent étranger. Il ne s'est pas présenté. Il a dit qu'il savait où se trouvait Emanuela et qu'elle était en vie. La condition de sa libération était la suivante. Le Vatican devait obtenir la libération de Mehmet Ali Agca de la prison italienne. En Italie, en 1983, ce nom n'avait pas besoin d'explication. 2 ans plus tôt, le 13 mai 1981, le tueur à gages turc Mehmet Ali Agca était entré sur la place Saint-Pierre et avait tiré sur le pape Jean-Paul II à quelques mètres de distance. Le pape avait survécu. Agca avait été arrêté sur place et condamné à la prison à perpétuité dans une prison italienne. À présent, une voix inconnue exigeait sa libération en échange d'une fillette de 15 ans. Peu après, l'Américain a reçu d'autres appels provenant d'un groupe se faisant appeler Turc. Les messages reprenaient le même message, « Libérez Agca et vous aurez Emanuela ». Aucun groupe portant ce nom ne figurait dans les bases de données de la police italienne. La réaction du Vatican s'est avérée inattendue. Au lieu de confier l'intégralité des négociations aux autorités italiennes, le Saint-Siège a établi une ligne téléphonique directe avec les ravisseurs par l'intermédiaire du bureau du secrétaire d'État, le cardinal Agostino Casaroli. Le secrétaire d'État est en fait le chef du gouvernement du Vatican, la deuxième personnalité la plus importante après le pape. Les négociations concernant le sort de la fillette disparue se sont déroulées directement avec les plus hautes instances administratives de l'État. Le 3 juillet 1983, moins de 2 semaines après la disparition d'Emanuela, le pape Jean-Paul II a prononcé son nom en public. Lors de la prière dominicale de l'Angelus, il s'est adressé à la foule rassemblée sur la place Saint-Pierre et a évoqué la fillette disparue, une citoyenne du Vatican, fille d'un de ses collaborateurs. Ce fut un geste sans précédent. Les pontifes ne lisent pas depuis le balcon les noms des personnes disparues. Le 17 juillet, une cassette audio a été retrouvée dans les locaux de l'agence de presse ANSA à Rome. Elle avait été déposée sans signature ni note d'accompagnement. À l'écoute de la cassette, on entendait la voix d'une jeune femme qui criait et gémissait. L'enregistrement avait manifestement été réalisé dans des conditions que l'enquête a qualifiées de torture. La famille Orlandi a écouté l'enregistrement. Le frère Pietro a émis des doutes. Il n'était pas certain que la voix soit celle de sa sœur. La police a publié un communiqué officiel. La voix sur la cassette n'a pas pu être identifiée et il n'a pas été confirmé qu'elle soit celle d'Emanuela. Mais il existait un autre point de vue sur cet enregistrement. Antonio Asciore, ancien agent des services de renseignement politique italiens, d'Igos, a déclaré par la suite que la cassette originale était plus longue. Selon lui, l'enregistrement comportait des voix masculines en arrière-plan qui n'apparaissaient pas dans la version transmise à la presse et à la famille. Asciore
affirmait que l'enregistrement avait été monté avant sa diffusion et que ce que la famille avait reçu était une version modifiée de l'original. L'enquête n'a pas réussi à déterminer qui avait modifié l'enregistrement, ni même si une modification avait effectivement eu lieu. Le même mois, en juillet, une autre découverte. Dans une poubelle près du bâtiment du Parlement italien, on a découvert des photocopies de 2 documents. La carte de membre de l'école de musique d'Emanuela et un reçu de paiement de ses frais de scolarité. Les 2 documents appartenaient à Emanuela. Ils avaient tous 2 été laissés par l'Américain pour prouver qu'il avait bien un lien avec elle. Les enquêteurs ont remarqué un détail. Les originaux de ces documents étaient conservés dans les archives de l'Institut de musique sacrée. Cet institut relevait de la juridiction du Vatican. L'accès à ces archives était restreint. À l'automne 1983, les appels de l'Américain se sont multipliés. Il citait des détails qui ne pouvaient être connus d'une personne n'ayant pas eu de contact direct avec Emanuela ou son entourage. Au cours d'une de ces conversations, il décrivit en détail l'emplacement des grains de beauté sur son dos. Cette information n'avait jamais été publiée. Elle n'était connue de personne en dehors de la famille et peut-être du médecin. En décembre 1983, le pape Jean-Paul II a rencontré la famille Orlandi. Lors de cette rencontre, il leur a dit sans détour « L'affaire Emanuela relève du terrorisme international. Le Saint-Siège fait tout ce qui est humainement possible pour que cette affaire trouve une issue favorable. » Le pontife a lui-même utilisé l'expression « terrorisme international ». Le Vatican a adopté une position officielle. Derrière cet enlèvement se cachent des forces étrangères liées à la tentative d'assassinat du pape lui-même. Les enquêteurs ont considéré cette hypothèse comme la principale pendant plusieurs années. Parallèlement, les procureurs italiens ont examiné les pistes menant aux services secrets bulgares et, par leur intermédiaire, aux services de renseignement soviétiques. Ce sont précisément ces structures qui, selon l'une des hypothèses, seraient à l'origine de l'attentat de 1981. Des années plus tard, après l'effondrement de l'Union soviétique, Günther Bonsack, ancien officier des services secrets de la RDA, la Stasi, a témoigné devant les enquêteurs allemands. Selon lui, les lettres et les appels téléphoniques prétendument envoyés par le groupe Turks, qui exigeait la libération d'Agji en échange d'Emanuela, avaient été fabriqués de toutes pièces. L'opération s'appelait Papst. Elle avait été organisée par les services de renseignement de la RDA à la demande du KGB dans un seul but: détourner l'attention des services secrets occidentaux et des médias de la piste bulgare dans l'attentat contre le pape. Selon cette version, Emanuela Orlandi n'était pas l'objet d'un marchandage politique, mais un instrument de désinformation. Le tribunal de Rome a finalement suivi cette analyse. En décembre 1997, la première enquête officielle a été classée sans suite. La piste du terrorisme international a été qualifiée de fausse piste, une désinformation délibérée que l'enquête avait suivie pendant plus de 10 ans. À ce moment-là, cela faisait déjà 14 ans qu'on n'avait pas retrouvé Emmanuel. Mais tandis que l'enquête suivait la piste terroriste, d'autres éléments s'accumulaient discrètement en marge. À la fin des années 80 et tout au long des années 90, l'émission télévisée Ci l'ha visto, l'équivalent italien des émissions consacrées aux personnes disparues, est revenue à plusieurs reprises sur l'affaire Orlandi. Après l'une de ces émissions, un informateur anonyme a appelé le studio. Il a déclaré savoir qui était derrière l'enlèvement. Et il a donné un nom, Enrico De Pedis, l'un des chefs de la Banda della Magliana, un groupe criminel organisé romain qui contrôlait une grande partie des activités criminelles de la capitale dans les années 80. À cette époque, la Banda della Magliana faisait déjà l'objet de plusieurs enquêtes criminelles de grande envergure. Son histoire était bien connue des enquêteurs. Un autre fait, moins connu mais documenté, était le suivant. Enrico De Pedis
assassiné en 1990 lors d'un règlement de compte entre gangs, n'avait pas été enterré au cimetière municipal, mais dans la crypte de la basilique Saint-Apollinaire. Ce même palais à côté duquel se trouvait l'Institut de musique sacrée où étudiait Emanuela. Selon les informations disponibles, De Pedis avait obtenu le droit d'être inhumé dans cette basilique, propriété du Vatican, auprès du cardinal Ugo Poletti, alors vicaire général de Rome, comme l'expliquaient les milieux ecclésiastiques, en remerciement de services rendus. La nature exacte de ces services n'a pas été officiellement précisée. Le lien entre le parrain mafieux, enterré dans la basilique du Vatican à une centaine de mètres de l'école de musique d'Emanuela, et la disparition de cette dernière se limitait à des appels anonymes. Les enquêteurs ont pris note de ces informations, mais n'ont pas approfondi cette piste. La première enquête a été classée sans suite, sans jamais avoir été menée jusqu'au bout. L'affaire a été classée. Elle a été officiellement qualifiée de non élucidée. Les années ont passé, puis les décennies. Rome a changé, les gouvernements se sont succédés, les papes se sont succédés. La famille Orlandi a continué à vivre dans son appartement au Vatican. La mère, entre les mêmes murs où Emanuela avait grandi. Le frère Pietro a continué à donner des interviews, à écrire des lettres, à se rendre à des réceptions auprès de personnalités officielles. Il est devenu le visage de l'affaire, la seule personne qui l'empêchait de disparaître définitivement de la scène publique. En 2008, l'affaire a été officiellement rouverte. De nouveaux enquêteurs, de nouvelles demandes, de nouveaux interrogatoires de témoins. Cette fois-ci, l'enquête s'est concentrée sur la piste liée à la Banda della Magliana. Sabrina Minardi, l'ancienne maîtresse d'Enrico De Pedis, est devenue l'un des témoins clés. Elle a déclaré avoir personnellement participé à l'enlèvement d'Emanuela. Selon elle, elle a conduit la fillette à un endroit précis et l'a remise à un homme vêtu d'une soutane. Elle a donné le nom de l'homme qui, selon ses dires, avait donné l'ordre, l'archevêque Paul Marcinkus, qui dirigeait à l'époque la Banque du Vatican, officiellement appelée Institut pour les affaires religieuses. Les déclarations de Minardi ressemblaient à une accusation directe à l'encontre d'un haut dignitaire de l'Église. Mais à y regarder de plus près, elle s'effondrait sur des détails. Dans ses différents témoignages, elle mentionnait des lieux différents où Emanuela aurait été détenue. Parmi les personnes qu'elle désignait comme complices, certaines étaient décédées avant 1983, c'est-à-dire avant même l'enlèvement. La chronologie des événements ne concordait pas dans ces différentes versions. Les enquêteurs ont constaté que Minardi souffrait d'une dépendance aux stupéfiants, que ses déclarations changeaient d'un interrogatoire à l'autre et qu'il n'était pas possible de les vérifier de manière indépendante. C'est pourtant son témoignage qui a fourni à l'enquête un motif officiel pour mettre en œuvre ce dont un informateur anonyme avait déjà parlé dans les années 90. Ouvrir le caveau de De Pedis dans la basilique Saint-Apollinaire. C'est en mai 2012 que cela s'est produit. Journalistes, caméramens, enquêteurs, membres de la famille, tous attendaient les résultats de l'expertise. Aucune trace d'ADN d'Emanuela Orlandi n'a été trouvée dans la crypte. Le corps de Pedis était là, rien d'autre. Alors que l'enquête se concentrait sur la piste de la Banda della Magliana, des informations d'une toute autre nature sont parvenues d'une autre source. En 2012, le journaliste italien Emiliano Fittipaldi a publié un article s'appuyant sur des documents dérobés dans les archives du Vatican lors du scandale connu sous le nom de Vatilix. Parmi ces documents figurait un mémorandum de 5 pages. Selon ce document, Emanuela Orlandi, après sa disparition, avait été emmenée à Londres où elle était placée sous la tutelle des structures du Vatican. Le document détaillait les dépenses liées à son entretien, éducation et soins médicaux, sur une période de 14 ans, de 1983 à 1997. Le montant total s'élevait à environ 250 000 €. Une lettre signée par l'archevêque de Cantorbéry
était jointe au mémorandum. Si ce document était authentique, il en ressortait que le Vatican non seulement connaissait le lieu où se trouvait Emanuela dès sa disparition, mais qu'il avait également financé son séjour à l'étranger pendant 14 ans, alors même que sa famille collait des affiches dans tout Rome et que son frère faisait le tour des instances officielles. Le Vatican a déclaré que ce document était un faux. L'ancien archevêque de Cantorbéry a également réfuté l'authenticité de la lettre portant sa signature. Aucune expertise indépendante n'a été réalisée sur ce document. L'original est resté entre les mains du journaliste, le Vatican n'ayant pas autorisé l'intervention d'experts indépendants. L'année 2015. La deuxième enquête officielle menée par le parquet italien, celle qui avait été relancée en 2008 à la suite des témoignages de Minardi et de l'ouverture du caveau, a été classée sans suite. Les enquêteurs ont constaté qu'il n'existait pas de nouveaux indices vérifiés suffisants pour étayer les accusations. 32 ans se sont écoulés depuis la disparition. La deuxième enquête s'est terminée de la même manière que la première. Il n'en reste pas moins qu'un détail de cette période reste inexpliqué. En 2013, un homme du nom de Marco Acchetti s'est présenté aux enquêteurs. Il a déclaré avoir personnellement participé à l'enlèvement d'Emanuela Orlandi et d'une autre fillette disparue la même année, Mirella Gregori. Pour étayer ses dires, il a apporté une flûte. Selon lui, il s'agissait de l'instrument appartenant à Emanuela. La famille Orlandi a examiné la flûte et a d'abord penché pour l'hypothèse qu'il s'agissait bien de celle d'Emanuela. Mais le professeur de musique qui enseignait à Emanuela a été catégorique. Son élève possédait un instrument d'une autre marque. Aucune trace d'ADN n'a pu être trouvée sur la flûte. En 2024, une expertise vocale a été réalisée. Des experts ont comparé les enregistrements de la voix d'Acchetti avec les enregistrements conservés des appels de l'Américain et d'un certain Mario. Le résultat a donné un taux de concordance de 86%. Ce chiffre est élevé, mais insuffisant pour prononcer une condamnation. Les enquêteurs eux-mêmes ont décrit Acchetti comme un menteur pathologique dont les témoignages contiennent des détails vérifiables mêlés à des inventions manifestes. Comment distinguer les uns des autres? Il n'y avait pas de réponse. En octobre 2018, des ouvriers effectuant des travaux de rénovation dans le bâtiment de l'Annonciature apostolique, la représentation diplomatique du Vatican à Rome, ont découvert des ossements humains dans un mur. La nouvelle s'est immédiatement répandue dans les médias italiens. La famille Orlandi a demandé une analyse ADN. Le Vatican a donné son accord. L'expertise a révélé que les ossements appartenaient à un homme. L'âge des restes a été estimé entre environ 190 et 230 après Jésus-Christ. Quelques mois plus tard, au début de l'année 2019, le Vatican reçut une lettre anonyme. Une photographie était jointe à cette lettre, celle d'une statue d'ange en marbre située au cimetière teutonique, un petit cimetière allemand situé à l'intérieur des murs du Vatican, l'un des rares endroits du territoire de l'État où les étrangers sont autorisés à pénétrer. L'ange tient un livre sur lequel est inscrit « Requiescat in pace », qu'il repose en paix. La légende sous la photo disait « Cherchez là où l'ange regarde ». Les enquêteurs ont obtenu l'autorisation officielle d'ouvrir 2 tombes spécifiques, celles de 2 princesses allemandes du XIXe siècle. En juillet 1900, en présence d'une foule de journalistes et de personnalités officielles, les tombes ont été ouvertes. Les sarcophages se sont révélés vides. Ils ne contenaient ni les restes des princesses, ni quoi que ce soit d'autre. Le Vatican n'a pas su expliquer où avaient bien pu disparaître ces corps, enterrés dès le XIXe siècle. Cette question est restée en suspens, tout comme une autre. Qui avait écrit cette lettre anonyme et comment cette personne savait-elle qu'il fallait chercher quelque chose à cet endroit? Ils n'ont pas trouvé Emmanuel là-bas non plus. En 42 ans, plusieurs versions se sont développées autour de l'affaire Emanuela Orlandi. Chacune d'entre elles présente des arguments en sa faveur.
aucune d'entre elles ne dispose de preuves que le tribunal pourrait juger suffisantes. La première, officiellement reconnue, le terrorisme international. L'enlèvement a été perpétré comme un moyen de pression politique sur le Vatican afin d'obtenir la libération de Mehmet Ali Agca, l'homme qui avait tiré sur le pape, alors incarcéré dans une prison italienne. Derrière cette opération se cachaient des services de renseignement étrangers qui ont utilisé la disparition réelle de la fillette pour mettre en place un canal de désinformation destiné à dissimuler les traces bulgares et soviétiques dans l'attentat de 1981. De nombreux éléments plaidaient en faveur de cette version. Les ravisseurs connaissaient des détails inaccessibles à des tiers, notamment l'emplacement des grains de beauté dans le dos d'Emanuela. Cette information n'avait jamais été rendue publique et, selon toute vraisemblance, ne pouvait provenir que d'une personne connaissant personnellement la fillette ou ayant accès à son dossier médical. Le canal de communication directe avec le secrétaire d'État du Vatican était réel et documenté. Le Saint-Siège ne l'a jamais nié. Les aveux de l'ancien officier de la Stasi, Günther Bonzak, concernant la fabrication de lettres au nom du groupe Türkeş, dans le cadre de l'opération Papst, ont été faits sous serment devant des enquêteurs allemands. Mehmet Ali Agca lui-même a déclaré à plusieurs reprises au fil des ans qu'il savait où se trouvait Emanuela, a proposé sa collaboration aux enquêteurs italiens, a cité des noms précis, et à chaque fois, ses propos contredisaient les faits vérifiés. En 1997, le tribunal de Rome a estimé que cette version, en ce qui concerne les véritables revendications concernant la libération d'Agi, constituait une désinformation délibérée. Mais cela n'a pas permis d'expliquer qui était à l'origine de l'enlèvement lui-même, ni ce qu'était devenue la fillette. Le tribunal n'a pas répondu à la question de savoir si la disparition réelle d'Emanuela avait servi de couverture à une opération spéciale ou si l'opération elle-même avait été la cause de cette disparition. Deuxième version, le crime organisé et la dette financière du Vatican. Selon cette version, la Banda della Magliana aurait enlevé Emanuele afin de faire pression sur l'Église au sujet des pertes financières subies par le gang à la suite de la faillite de la banque Ambrosiano en 1982. C'est par l'intermédiaire de cette banque, étroitement liée à l'Institut pour les affaires religieuses du Vatican, que l'argent sale était blanchi et investi. Lorsque la banque s'est effondrée, la mafia a perdu des sommes considérables. Le banquier Roberto Calvi, retrouvé pendu sous le pont de Blackfriars à Londres 4 jours avant la disparition d'Emanuela, était l'une des figures clés de ce stratagème. L'enquête italienne a par la suite conclu que Calvi avait été assassiné et ne s'était pas suicidé. L'inhumation du parrain de Pédis dans la basilique vaticane de Saint-Apollinaire, en remerciement des services rendus au cardinal Poletto, est un fait avéré qui n'a été officiellement contesté par personne. Elle témoignait des liens étroits et opaques qui existaient à l'époque entre l'Église et le crime organisé. Le mafieux condamné Antonio Mancini, ancien membre du gang, a témoigné devant les enquêteurs en 2008, affirmant que l'enlèvement d'Orlandi avait été organisé par le gang. Un enregistrement audio d'un autre criminel condamné, Marcello Neroni, découvert plus tard, contenait des propos confirmant l'implication du gang dans la disparition et le lien entre cet événement et les scandales sexuels au Vatican. Un autre élément venait contredire cette version. Le témoignage de la principale témoin, Sabrina Minardi, s'est effondré lors de la vérification de trop nombreux détails pour pouvoir être accepté dans son intégralité. La crypte vide de De Pédis n'a rien révélé. Il n'y a toujours pas, dans le dossier, de preuves directes et vérifiées reliant le gang au sort d'Emanuela. Troisième hypothèse, un scandale interne au Vatican. Selon cette hypothèse, la disparition serait liée à des abus sexuels au sein même du Saint-Siège. L'exorciste du Vatican, Gabriel Amort, l'un des ecclésiastiques les plus célèbres de son époque, a déclaré publiquement peu avant sa mort, en 2016,
qu'Emanuela avait été enlevée pour participer à des orgies organisées par une partie du clergé du Vatican. Selon les informations disponibles, l'une des amies d'Emanuela a raconté que peu avant sa disparition, celle-ci s'était plainte auprès d'elle d'avoir été victime de harcèlement sexuel dans les jardins du Vatican de la part d'une personne proche du pape. Il existe un enregistrement audio dans lequel le mafieux condamné Marcello Neroni confirme une version similaire des faits. Le journaliste Tommaso Nelli, qui a suivi l'affaire pendant de nombreuses années, s'est également exprimé publiquement en faveur de cette version. Cela expliquerait pourquoi le Vatican a toujours refusé de coopérer avec l'enquête italienne, et pourquoi ce dossier, dont l'existence a été niée pendant 40 ans, est toujours classé secret. Son contenu est trop dangereux pour la réputation de l'Église pour être rendu public. L'absence de tout élément documentaire vient contredire cette version. Toutes les personnes mises en cause sont décédées. Les témoignages des témoins vivants n'ont pas été vérifiés. Cette version repose sur des enregistrements audio de criminels condamnés et sur des déclarations publiques de personnes qui ont elles-mêmes reconnu ne disposer d'aucune preuve directe. Quatrième version. La piste londonienne. Un document secret issu des archives du Vatican, publié dans le cadre de Vatilix, indiquait qu'Emanuela était en vie et se trouvait à Londres sous la tutelle du Vatican de 1983 à 1997. Si le document est authentique, la disparition pourrait avoir été un départ volontaire ou un déplacement forcé organisé par le Vatican lui-même. Contre, le Saint-Siège insiste sur le fait que le document est un faux. Aucune expertise indépendante n'a été réalisée. Cinquième hypothèse, un criminel en série. Les enquêteurs Otello Lupaccini et le journaliste Max Parisi ont élaboré une hypothèse selon laquelle Emanuela Orlandi et Mirella Gregori, une autre adolescente disparue à Rome en 1983 dans des circonstances similaires, auraient été les victimes d'un seul et même individu. Toutes deux avaient été attirées par la promesse d'un gain facile. Le mode opératoire était identique. L'identité du criminel présumé n'a pas pu être établie. Sixième version. L'implication de l'oncle. En 2023, les enquêteurs du Vatican ont transmis aux médias des documents indiquant une possible implication de l'oncle d'Emanuela, Mario Meneguzzi. Selon une lettre du cardinal découverte dans les archives, l'oncle s'était déjà permis des avances sexuelles verbales à l'égard de la sœur aînée d'Emanuela, Natalina. Les enquêteurs ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être celui qui avait proposé à la jeune fille un emploi au Palazzo Madama. La famille Orlandi a accueilli cette version avec une indignation manifeste. Le jour de la disparition, l'oncle se trouvait avec la famille à l'extérieur de la ville, à Borgo Rose, et cela est documenté. Pietro Orlandi a accusé le Vatican de tenter délibérément de détourner l'attention vers la famille afin de protéger ses propres gens. Aucune de ces versions n'existe en vase clos. Elles se recoupent, se contredisent, et de temps à autre se rejoignent de manière inattendue sur certains points. L'argent du Vatican, la mafia, les archives classées. Aucune d'entre elles n'est définitivement établie. Aucune n'est prouvée. Ce qui est certain, c'est que personne ne s'est manifesté publiquement pour expliquer comment l'Américain qui avait appelé connaissait l'existence des grains de beauté dans le dos de la jeune fille de 15 ans. Ce que De Pedis a exactement fait pour le cardinal Poletto n'a jamais été officiellement établi. Personne n'a expliqué pourquoi l'agent Gangi a été écarté de l'enquête quelques jours après avoir retrouvé la voiture recherchée. Le Vatican reste muet sur la question de savoir où ont disparu les corps des princesses des tombes du cimetière teutonique. Pietro Orlandi a répété la même chose pendant des années. Il affirmait que la seule chose dont il était certain, c'était que le Vatican connaissait la vérité. Leur silence en fait des complices, a-t-il déclaré dans une interview, faisant allusion aux pontifes qui se sont succédés. Quand, en 2013, il a enfin pu être reçu par le pape François, celui-ci l'a écouté.
Puis il a dit « Emanuela est au paradis ». Pietro Orlandi a raconté par la suite qu'il ne savait pas quoi répondre. Il avait tellement répété cette conversation dans sa tête à l'avance que, lorsqu'elle a finalement eu lieu, les mots lui ont manqué. Je me suis dit tant de fois, si seulement je l'avais raccompagné ce soir-là, cela ne serait peut-être pas arrivé, a-t-il déclaré dans une interview ultérieure. Pendant près de 20 ans, depuis la clôture de la deuxième enquête en 2015 jusqu'au regain d'intérêt au début des années 2020, cette affaire a surtout été un phénomène culturel. Elle a trouvé sa place dans les livres. Plusieurs journalistes ont rédigé des enquêtes détaillées, chacune avec ses propres accents et sa propre version. Elle vivait dans les forums et les discussions italiens, où des milliers de pages de versions, de conjectures et de témoignages s'étaient accumulés en 40 ans. Elle vivait au sein de la famille, la mère dans son appartement du Vatican, le frère dans ses interviews, répétant les mêmes mots avec la même intonation. Les autorités italiennes se sont désintéressées de l'affaire. Le Vatican est resté silencieux. L'affaire était classée comme non élucidée et cette formulation est devenue courante, comme si elle traduisait une conclusion définitive et non pas simplement l'absence de réponse. Frère Pietro ne se décourageait pas. Il continuait à rencontrer des personnalités officielles, à donner des interviews et à solliciter des audiences. De temps à autre, les journalistes italiens écrivaient à son sujet, le décrivant comme un homme pour qui une seule et unique date, le 22 juin 1983, était devenu le pivot autour duquel toute sa vie tournait. Il ne l'a jamais caché. Il en parlait ouvertement. En 2022 est sortie la série documentaire Netflix Vatican Girl, réalisée par Mark Lewis. 4 épisodes. Plusieurs millions de vues dès les premières semaines. Une nouvelle génération, qui n'avait pas connu l'année 1983, a découvert Emanuela Orlandi. À l'occasion de son anniversaire, le 14 janvier, de petits rassemblements ont recommencé à se tenir sur la place Saint-Pierre. Des milliers de publications posant toutes la même question ont fleuri sur les réseaux sociaux. Le nom de la jeune fille a refait surface dans l'actualité à travers toute l'Europe. C'est dans ce contexte qu'au début de l'année 2023 s'est produit ce que la famille attendait depuis 40 ans. Le Vatican a annoncé l'ouverture de sa propre enquête officielle. Pour la première fois de son histoire, le Saint-Siège a mis en place un organe d'enquête habilité à mener l'affaire en interne. Alessandro Didi a été nommé procureur général. Dans le même temps, le Parlement italien a voté la création d'une commission d'enquête spéciale bicamérale dotée de larges pouvoirs. Le Sénat et la Chambre des députés. Les travaux de la commission ont débuté en 2023 et se sont poursuivis activement de janvier à avril 2026, période durant laquelle se sont déroulées les nouvelles séries d'auditions de témoins. À la fin de l'année 2024, le procureur Didi a fait une déclaration qu'aucun représentant officiel du Vatican n'avait faite avant lui. Il a déclaré « Le dossier dont parle Pietro Orlandi existe. Nous l'avons retrouvé. Mais son contenu est confidentiel. » Pendant 41 ans, le Vatican a nié l'existence même de ce dossier. En décembre 2025, Laura Casagrande a fait l'objet d'une enquête officielle. Il s'agit de cette amie qui a été la dernière à voir Emanuela vivante à l'arrêt de bus près du Palazzo Madama. Pendant des décennies, elle a fait des déclarations que les enquêteurs ont qualifiées de contradictoires. Lors de certains interrogatoires, elle se souvenait de détails, lors d'autres, non. La chronologie de ces déclarations changeait. En 2025, elle a été inculpée pour dissimulation d'informations et faux témoignages. Casagrande était aux côtés d'Emanuela pendant les dernières minutes connues de sa vie, à ce même arrêt où, par une chaude soirée de juin de l'année 1983, un bus bondé avait séparé les deux amis. Casagrande est partie. Emanuela est restée. Ce que Casagrande savait exactement et pourquoi elle a gardé le silence pendant 42 ans, si les enquêteurs ont raison dans leurs soupçons, reste pour l'instant inconnu.
Son affaire est examinée parallèlement aux travaux de la commission parlementaire. Ces deux procédures se déroulent simultanément, sans se croiser publiquement, en ce début d'année 2026. L'enquête du Vatican se poursuit également. Le procureur Didi ne donne aucune interview sur le fond de l'affaire. Le dossier est classé secret. Aucune déclaration officielle n'a été faite quant à la date exacte à laquelle son contenu sera divulgué, ni même s'il le sera un jour. La mère d'Emanuela vit toujours au Vatican. Dans le même appartement, dans le même État qui, il y a plus de 40 ans, a accordé la nationalité à sa fille. Pietro Orlandi continue de donner des interviews. Il est devenu un homme âgé, mais son discours n'a pas changé. Le Vatican sait. Le Vatican se tait. Ce dossier existe. Son contenu est classé secret. À Rome, l'Institut de musique sacrée se dresse toujours près de la place Sant'Apollinare. Les étudiants vont et viennent. Les bus circulent de toujours sur le Corso Rinascimento. L'arrêt près du Palazzo Madama est resté tel quel, le trottoir, le bord de trottoir, le flot de voitures. En été, il fait chaud ici. L'air ne circule presque pas entre les vieilles façades. À cet endroit, il n'y a ni plaque, ni panneau. Rien n'indique qu'il s'est passé quelque chose ici. Un arrêt de bus ordinaire dans le centre de Rome, comme il y en a des centaines. Le 22 juin 1983, on a vu pour la dernière fois ici une jeune fille de 15 ans, une flûte à la main. Elle attendait le bus. À côté d'elle se tenait une jeune fille inconnue, dont l'identité n'a jamais été établie. Le bus est arrivé. On ignore ce qui s'est passé ensuite. 42 ans se sont écoulés depuis. Une enquête a été ouverte. Le dossier a été classé secret. On n'a pas retrouvé Emmanuel.